directeur de recherche émérite au CNRS, l'un des plus grands économistes de France, Élie Cohen, est avec moi. Bonjour Élie Cohen. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir pour un livre qui va s'appeler La valse européenne, les 3 temps de la crise chez Fayard. Vous avez coécrit avec Richard Robert. D'abord, un mot, cette crise de la Covid-19 fait peser un risque réel pour la cohésion de l'Union européenne. Chaque crise, en fait, et on en a connu beaucoup au cours des 10 dernières années, fait craindre que l'édifice ne tiendra pas. Et c'est très frappant de constater comment, à l'occasion de chaque crise, vous avez des voix qui s'élèvent pour dire l'Europe ne va pas tenir le choc. Et puis, de crise en crise, on voit que l'Europe tient, et que non seulement elle tient, mais qu'elle consolide progressivement l'édifice. Oui, il faut annuler les créances détenues par l'Union européenne, comme le demande aujourd'hui même la droite de l'échiquier politique français. C'est une absurdité. Franchement, je ne comprends même pas qu'on soulève ce type de problème. Est-ce qu'il y a une dette qu'on peut identifier comme étant une dette Covid et qui mériterait un traitement à part avec l'annulation de la part de la Banque Centrale Européenne? Mais est-ce qu'on s'est intéressé à la dette Sarkozy, à la dette Mitterrand, à la dette... Enfin bref, je veux dire, la dette, c'est aujourd'hui en France 120% du PIB. Oui, c'est 2674 milliards pour la France. Et c'est le fruit d'une accumulation qui fait que, en fait, la France n'a jamais connu d'équilibre budgétaire depuis 1974. Et donc chaque année, que la France soit en phase d'expansion ou en phase de dépression, la France fait des déficits et de la dette. Et comment on fait ? On roule la dette. C'est-à-dire que chaque fois qu'une dette arrive à maturité, qu'elle doit être remboursée, on s'endette pour rembourser la dette. Oui, ça veut dire que c'est quoi ? C'est l'argent magique alors ? C'est l'argent gratuit ? Non, pas du tout. C'est simplement le fait que la signature française et la signature européenne plus généralement, est appréciée par les prêteurs. Et comme on est dans un monde d'hyperliquidité, tout le monde se précipite pour prêter à la France, à l'Allemagne, etc. Et savez-vous, alors même que nous avons atteint 120% du PIB, en dette, la charge de la dette par rapport au PIB a été divisée par 2 au cours des 15 dernières années. Oui. Donc si vous voulez, plus on s'endette et moins ça nous coûte. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'emprunt à 10 ans, il se fait à taux négatif. Oui, ça veut dire qu'il ne faudra pas rembourser cette dette, ni les générations futures, ni même peut-être se payer la dette avec de l'inflation, par exemple. Non, il y a juste un élément. Il faut que la dette soit soutenable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit soutenable ? C'est-à-dire il faut qu'on soit capable de payer la charge de la dette. Donc tout le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si les taux d'intérêt se mettent à monter ? Là, ça crée une vraie pression sur les ressources budgétaires, ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, il faut que vous inspiriez suffisamment confiance à vos prêteurs pour qu'ils n'aient pas de doute sur le fait que vous êtes capable de rembourser. Et du coup, ils ne vous feront pas payer ce qu'on appelle la prime de risque par rapport à la dette sans risque. Oui. Donc, si vous êtes solvable, si vous inspirez confiance, les taux restent bas, les gens se précipitent pour vous prêter, et donc vous n'avez aucun mal à rouler la dette. Oui. Donc, pourquoi soulever ce problème ? Oui, mais parce qu'on a l'orthodoxie budgétaire qui, en Europe, a causé les crises, la crise grecque, les crises internes à l'Union européenne qui ont failli faire tout exploser. Très bonne objection. Justement, à l'occasion de cette crise, il n'y a pas eu les demandes pour que les politiques menées soient rigoureuses, austères, qu'on revienne vite à l'équilibre budgétaire. Le terme qui s'est imposé maintenant, c'est « whatever it takes ». Oui, ça veut dire quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et donc on voit que nous avons des déficits qui croissent et on en remet tous les jours. Vous entendez Monsieur le maire, c'est un ministre des Finances bien heureux qui tous les jours annonce des dépenses nouvelles, des dettes nouvelles et ça ne fait rien à personne. Alors de temps en temps, on entend dire « oui, mais si ça continue comme ça, les radins en Europe, c'est-à-dire les Hollandais, etc., vont commencer à froncer des sourcils, mais... Oui, il y a des pays, par exemple, je pense à l'Espagne, qui ont dit on ne pourra pas affronter un nouveau confinement, on ne pourra pas payer un nouveau confinement. Oui, vous savez, il y a à peine un an, quand on a eu la crise du Covid, notamment en France, le gouvernement français à l'époque avait mis en place un plan à 3 étapes. Une première étape, gérer l'urgence. Une deuxième étape qui était traiter les secteurs en difficulté. Et puis après, le plan de relance. Et normalement, on devrait être en plein plan de relance. Eh ben non. Oui. Comme il y a eu les nouveaux variants, etc., on remet de l'argent pour le chômage partiel, on remet de l'argent
l'argent pour accompagner les jeunes vers l'emploi, on remet de l'argent pour différer les charges, etc. Donc en fait, si vous voulez, tant que la crise dure, les préoccupations d'équilibre budgétaire et financier ne tiennent pas, et ce d'autant que les taux d'intérêt, encore une fois, sont à des niveaux historiquement bas. Et puis la meilleure, je vais vous la dire, c'est que le pays le plus audacieux dans la planète aujourd'hui pour financer la crise et pour stimuler son économie, ce sont les États-Unis. Le plan de 1900 milliards de dollars qui vient après un autre plan de 900 milliards de dollars, etc., font que les digues ont lâché, plus personne ne se préoccupe. Ça inquiète presque d'ailleurs Wall Street, ça inquiète presque la bourse américaine. Non, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce sont les économistes démocrates comme Larry Summers et compagnie qui se disent « Mais est-ce que Biden n'en fait pas trop ? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire ?» Est-ce que ça ne peut pas finalement occasionner un risque de surchauffe ? Oui, est-ce que ça ne risque pas de causer un effet de surchauffe ? Et d'ailleurs, quand on écoute Summers et qu'on regarde les chiffres, vous savez, le pouvoir d'achat des ménages américains pendant cette crise va augmenter de 5,5%, pas baisser, augmenter. Ça veut dire que l'effort de relance, l'effort de soutien à l'économie, l'effort de soutien aux revenus des ménages a été tel que les gens, entre guillemets, se sont enrichis en dormant pendant la crise. Oui, je vais vous parler d'un objet politique non identifié qui s'appelle l'Europe. C'est le sujet de votre livre, La valse européenne. Vous allez nous dire ce que c'est que cette valse à 3 temps dans la crise. Parce qu'au fond, on se dit, l'Europe était l'objet de toutes les critiques. On dit, etc. À des moments difficiles, on a besoin de l'Europe. Et en même temps, on ne peut pas s'en passer. C'est une espèce de paradoxe dont vous nous parlez en permanence, Élie Cohen. Ce qui me frappe, moi, c'est chaque fois qu'il y a une crise, la crise de l'euro, la crise des migrants, la crise de la Covid, etc., la première réaction de l'Europe est calamiteuse. C'est très frappant. L'Europe ne sait pas réagir aux situations de crise, aux situations d'urgence. Souvenez-vous, quand il y a eu les alertes venant d'Italie, là, avec la crise de la Covid, le réflexe, c'était de dire on va arrêter les exportations de masques et de respirateurs vers l'Italie. C'était une horreur. Donc, à ce moment-là, pas de concertation européenne. Pas de concertation européenne. On ne fait rien, on attend, etc. On sollicite Madame Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne. Elle dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a une tension sur les taux en Italie, mais le rôle de la Banque Centrale Européenne n'est pas d'intervenir sur les spreads de la dette italienne. » On croit rêver. L'Italie est dans une situation de détresse extrême et tout ce qu'on trouve comme réflexe, c'est de chipoter ici ou là, c'est de restreindre les exportations de masques, etc. Donc là, on se dit que ça ne marche pas, l'Europe. Alors on ne se dit pas ça marche pas. Et à ce moment-là, il y a des tas de gens qui disent « L'Europe, c'est le problème, il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on retrouve la souveraineté nationale, etc. » Et puis, la machine se met en branle. Et la Banque centrale, qui était tiède, commence par mettre 750 milliards d'euros pour soutenir l'activité en injection de liquidités. Très rapidement, ce qu'on appelle le fonds pandémique ne suffit pas, on passe 750 à 1000 milliards et la Banque centrale dit en gros qu'elle est prête à inonder les marchés de liquidités. Et là, c'est presque, comme je disais tout à l'heure, la surchauffe. Voilà, exactement. C'est le 3e temps, là. Non, attendez, vous allez trop vite. Toujours dans le 2e temps, après que la Banque centrale se soit manifestée, les nouvelles de chaque pays deviennent alarmantes. L'Italie, le chômage monte, l'Espagne, le chômage... À ce moment-là, la Commission européenne se réveille et on lance ce qu'on appelle le plan Schur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un fonds de 100 milliards d'euros pour aider à l'indemnisation du chômage des pays en difficulté. Donc vous dites vraiment... Et à ce moment-là, on se dit, ça va être le 3e temps, il faut faire un bon usage des crises. Il faut tirer parti de la crise. Et donc la crise peut être l'occasion de rebondir. Et rebondir comment ? En faisant ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent, c'est-à-dire quoi ? L'union de transfert, ce qui était impensable pour les rigoristes allemands, etc., devient soudain possible. C'est on va s'endetter collectivement pour aider les pays les plus en difficulté. C'est l'union de transfert et c'est ce qu'on va faire avec le plan de 750 milliards d'euros, dont 209 milliards vont aller à l'Italie pour l'aider à sortir de son mauvais pas. Et comme si ça ne suffisait pas, on dit mais après tout, ce que cette crise a révélé, c'est une faiblesse spécifique dans les politiques sanitaires. Oui. Absence Donc là, de coordination. On remet de l'huile dans la structure. Voilà. Et on essaie de remettre de l'ordre. Non seulement on essaye de remettre de l'ordre, mais on essaye de bâtir un nouveau pied de la construction européenne, puisque l'union sanitaire, a priori, ne relève pas des compétences européennes. Donc on se dit, à l'occasion de la crise, on va inventer une nouvelle compétence, qui est la compétence en matière de politique sanitaire. Et comme, du coup, on devient très ambitieux, on dit qu'il doit y avoir un volet recherche,
donc on va financer de la recherche. Il va y avoir un volet industriel. On se met à parler de souveraineté industrielle, vous imaginez? Oui, jusqu'à présent, c'était un terme dont vous obscène. parliez, vous, depuis très longtemps. Voilà, exactement. Et que moi, je parlais vous seul. entendez le commissaire au plan, Bayrou, aujourd'hui, dire la même chose. Vous êtes content, d'ailleurs. Hein. Et sans citer les droits d'auteur. Donc, on se met à parler de souveraineté industrielle, de politique industrielle. On se met à parler de coordination en matière de moyens déployés face à l'urgence pour qu'il puisse y avoir des circulations de malades. Enfin bref, on se dit, on va faire un nouveau plan, un nouveau pôle, de même qu'il y a le pôle monétaire, le pôle diplomatique et sécuritaire, il va y avoir un pôle sanitaire. Et je trouve qu'on a bien la valse à 3 temps, c'est-à-dire première réaction calamiteuse, deuxième réaction réveil de la belle endormie, et troisième temps, il faut faire d'une crise une opportunité pour rebondir et pour pousser l'intégration. Et on peut développer le même modèle sur presque chaque crise. Oui, ça marche sur chaque crise. Absolument. En fait. C'est ça qui est fascinant. Oui, c'est fascinant. Mais alors après, à la fin, on se dit l'Europe peut rivaliser ou se prend à vouloir rivaliser avec les États-Unis, avec la Chine. Alors, exactement. Et là, c'est là où peut-être il y a des limites. Alors, c'est tout à fait ça. Alors, c'est, je dirais, la chance dans nos malheurs. C'est que pris individuellement, les différents pays européens, et notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, n'ont pas envie de faire des abandons de souveraineté dans les domaines diplomatiques, sécuritaires, etc. Ils n'en ont aucune envie. Quoi qu'on en dise, si vous voulez. Politiquement, c'est exactement. pas possible. Politiquement, ils n'en veulent pas vraiment. J'ai regardé, si vous voulez, les histoires des efforts communs en matière de politique extérieure, de sécurité. Il y a eu 30 plans différents pour nous intégrer et finalement, on constate qu'il n'y a pas de véritable volonté d'intégration. Le problème, c'est que l'histoire vient frapper à nos portes. Et l'histoire, c'est quoi? Ça a été d'abord la présidence Trump. Et donc, nous qui pensions que le doux commerce était la valeur la mieux partagée, nous qui avions comme religion le multilatéralisme, l'abaissement des frontières douanières, la régulation pacifique par des autorités indépendantes, etc., eh bien, Trump nous dit... Je jette tout ça à la poubelle. America first. À partir de maintenant, ça sera le bras de fer. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de voitures américaines qui roulent en Europe alors qu'il y a des voitures allemandes qui roulent aux États-Unis. Je vais introduire des contingents, etc. Donc, ce à quoi nous croyons plus, le multilatéralisme est remis en cause. Deuxième vache sacrée, l'Allemagne en particulier, pensait que sa sécurité et sa défense étaient assurées par l'OTAN. Et que donc il pouvait dépensoter un petit peu, que ce n'était pas très grave, il y aurait toujours le grand frère américain. Là, Trump dit non, plus question, il faut que vous financiez votre propre recherche et d'abord commencez par me rendre tout l'argent que j'ai dépensé chez vous. Donc panique, il va falloir penser soudain une politique de défense. Et puis à côté de ça, vous avez Poutine qui devient de plus en plus agressif et qui nous titille aux frontières. Et surtout, vous avez la montée en puissance de la Chine qui vient marauder chez nous, nous acheter nos belles entreprises et qui continue à rester fermée, qui vole nos technologies. Donc à ce moment-là, on se dit, il va falloir que nous pensions, nous aussi, la souveraineté et l'autonomie technologique, il va falloir que nous aussi, nous pensions la régulation des investissements extérieurs, il va falloir que nous aussi, nous pensions une stratégie coordonnée de réponse à ces défis russes, chinois, etc. Et donc, la conjonction de ces deux phénomènes, les crises qu'on affronte et le changement de l'environnement international, obligent l'Europe à se poser la question de la puissance et de la souveraineté. Oui, avec toujours cette espèce de schizophrénie entre le désir de souveraineté des nations et ce besoin, j'allais presque dire, cette nécessité, maintenant vous le dites, pour l'Europe de faire de la politique. Absolument. Parce qu'au fond, on avait presque oublié ce mot. Eh bien, si vous voulez, la recette secrète de tout ça, c'est qu'en fait, l'Europe pourra d'autant plus s'intégrer, elle pourra d'autant plus répondre à ces défis internationaux qu'elle restera branchée sur les désirs des États-nations. Parce qu'au fond, ce qui fait que les États-nations participent à l'Europe, c'est qu'elles ont toutes compris que seules, elles ne pesaient pas beaucoup. Et en gros, l'Europe sert de multiplicateur de puissance. Je crois que bientôt, ça va être la Slovénie qui va avoir la présidence du Conseil européen. Qu'est-ce que pèse la Slovénie au niveau mondial ? Par contre, la Slovénie, présidente du Conseil européen, ça a de la gueule. Donc, si vous voulez, c'est à la fois en montrant à chacun ce qu'apporte l'ensemble et en étant à l'écoute des intérêts de chacun que l'Europe pourra le mieux avancer. Au fond, l'Europe, c'est le meilleur service qui est rendu aux États-nations. Merci beaucoup, Élie Cohen. C'est très clair. C'est formidable de vous entendre. C'est une valse comme une musique. La valse européenne, les 3 temps de la crise, publiée chez Fayard avec Richard Robert. Merci beaucoup, Élie Cohen, d'avoir été là.